Bienvenue à Faire les murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de ceux qui changent la ville. Je suis Anne-Catherine Ledeuf. Aujourd'hui, je vous invite à faire le mur avec Anne-Claire Davy, sociologue, spécialiste des questions d'habitat et de mode de vie à l'Institut Paris Région, qui travaille sur l'aménagement et l'urbanisme de la région Île-de-France. Bonjour à tous, bonjour Anne-Claire. Bonjour. Anne-Claire, avec le confinement et la crise sanitaire, les médias ont donné le sentiment de découvrir le problème du mal-logement. D'après toi, qu'est-ce que cela nous révèle ? En effet, ça révèle qu'ils n'étaient pas très informés auparavant, puisqu'ils ont pris conscience des conditions d'habitat d'une partie des populations les plus modestes, mais c'est un phénomène qui était bien présent auparavant, qui est assez ancien, sur lequel on travaille et sur lequel on s'interroge depuis bien longtemps. Moi, mes premiers travaux remontent au début des années 2010. Alors justement, je vais faire référence à deux récentes études qui ont été publiées par l'Institut Paris Région et dont tu as tenu la plume. Ces travaux montrent que la résorption des phénomènes d'habitat indigne dont on va parler aujourd'hui sont finalement extrêmement longs. Je vais prendre un chiffre pour l'illustrer. En 2007, tu nous dis que 7,2% du parc privé parisien était potentiellement indigne, contre 6,5% en 2013, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Comment expliques-tu ce chiffre ? En fait, on est dans un marché métropolitain qui génère des besoins un peu constants de populations très modestes pour lesquelles l'accès au parc privé ordinaire ou au logement social n'est pas possible ou demanderait trop de temps. Ils sont devant des besoins urgents. Et donc, il y a toujours eu un parc pour accueillir ces ménages attirés par l'attractivité d'une région comme l'Île-de-France. Et on constate ça dans la plupart des métropoles internationales. Il y a toujours des espaces, des quartiers d'accueil des migrations internationales et des ménages les plus précaires. Les grandes métropoles sont des concentrations à la fois d'extrême richesse et d'extrême pauvreté. Et donc, il y a toujours une partie du parc qui joue cette fonction d'accueil. Et du coup, certes, on arrive à la réguler, on arrive à travailler sur l'amélioration du parc le plus dégradé. On a fait des gros travaux, notamment sur l'habitat de faubourg. Le bâti dégradé parisien a connu une considérable transformation. Mais ces besoins sont là et ils doivent trouver à s'exprimer. Et du coup, il y a un effet de renouvellement. En fait, l'habitat indigne et dégradé, c'est pas un stock dont il faudrait venir à bout. C'est un produit des dysfonctionnements du marché métropolitain. Donc on voit bien que le mal-logement, évidemment, persiste dans un territoire comme l'Île-de-France et j'aurais tendance à dire, malgré le fort dynamisme économique et la création de richesses qu'on y voit, qu'est-ce qu'on peut en déceler ? Qu'est-ce que ça révèle aussi plus globalement des mécanismes de marché en Île-de-France, de ces politiques publiques ? Oui, je voulais revenir sur le fait qu'il y a une forme de stabilité des indicateurs, mais en réalité, on voit bien qu'il y a des progrès, notamment à Paris, dans le cœur de l'agglomération, soit par le fait de politiques publiques volontaire, soit par le fait du marché, tout simplement, qui vient lui aussi renouveler le parc là où il y a une revalorisation. Mais ce qu'on voit, c'est que cet habitat dégradé, qui peut être réduit dans certains endroits, a tendance à se recomposer avec des phénomènes un peu de vases communicants. Et donc, là où on vient à travailler sur l'habitat dégradé, où on vient avoir des politiques volontaires, comme à Paris, il y a depuis une vingtaine d'années, il y a eu un gros travail de fait d'éradication de l'habitat indigne, on voit que les ménages qui étaient occupants de ce parc se redéploient, trouvent à se reloger. Et en fait, la présence de ces populations qui sont en difficulté pour accéder à ce qu'on pourrait appeler le marché ordinaire doivent se tourner vers ce second marché, un marché un peu de ménages captifs. Et ce marché-là, lui, il se recompose, il prend des visages un peu plus diversifiés. Donc peut-être que l'habitat dégradé ancien va être combattu à certains endroits, et puis il va ces ménages vont se redéployer ou dans un habitat ancien moins central, un peu périphérique, ou dans de nouvelles formes. C'est ce qu'on avait vu sur un sujet sur lequel Espacité a aussi beaucoup travaillé, de la division pavillonnaire, c'est-à-dire que les ménages recréent une offre qu'ils sont capables de payer, d'occuper, et puis ils trouvent pour les accueillir les fameux marchands de sommeil dont on parle beaucoup, mais pas que. Y compris il n'y a pas que des marchands de sommeil, il y a aussi des phénomènes un peu systémiques dans un marché extrêmement tendu
assez poussent au crime, y compris de propriétaires bailleurs plus ordinaires. On a effectivement le sentiment d'un marché qui craque un peu en quelque sorte et qui organise effectivement ces transferts entre territoires et entre segments de l'offre. Est-ce qu'on peut revenir justement un peu approfondir cet aspect-là ? Tu disais justement dans une de tes études qu'il y avait un effet de périurbanisation quelque part de ce marché de l'habitat indigne. Peut-être revenir sur cet aspect-là et puis aussi sur les nouvelles formes du mal-logement qui est effectivement un apport très fort de l'IAU. Oui, tu citais le parc privé potentiellement indigne, qui était l'indicateur que l'État avait fait à partir des bases fiscales qui surpondère le parc ancien. Et donc, effectivement, cet indicateur-là, il est plutôt positif, il recule en volume. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est que ce parc ancien dégradé qui, lui, recule, est remplacé par d'autres formes, qui sont donc les pavillons divisés, c'est-à-dire qui étaient occupés par des familles, des petites maisons ouvrières qui étaient occupées par des familles, qui sont divisées, transformées en mini-copropriétés, parfois sans droit, avec des effets annexes de dégradation de la gestion des espaces partagés, des effets de saturation du stationnement, donc des effets sur la ville qui peuvent être néfastes. On a aussi, bien sûr, des effets de cabanisation, alors absolument inquantifiables, mais des effets de construction, de redensification qui sont justement qui s'éloignent du cœur de l'agglomération et qui concernent des territoires nouveaux. On a les hôtels sociaux qui sont sans droit. Enfin, il y a des espèces on parle souvent de la division pavillonnaire, mais on constate aussi dans des petites copropriétés des effets de division avec des locations à la chambre ou des redivisions de lots. Dans les copropriétés dégradées, on a souvent cet effet de la surexploitation locative avec des effets de suroccupation et des propriétaires qui louent des logements à des familles pour lesquelles la taille du logement ne correspond pas du tout. Avec parfois une mauvaise foi de la part du bailleur. Et justement, il existe dans les outils de la police de l'habitat un arrêté pour suroccupation du fait du bailleur qui est très difficile à prouver, parce que souvent le bailleur dit que lui, il a loué à une personne seule et qu'il n'avait pas conscience qu'il y avait 4-6 personnes dans ses habitats. Il y a aussi, je pense que dans les formes, qu'est-ce que j'ai oublié ? Donc la copropriété dégradée, on voit aussi que ça commence à concerner des copropriétés plus diverses, y compris en périphérie francilienne, notamment des petites copropriétés qui sont occupés pas seulement par des marchands de sommeil ou des locataires modestes, mais par des propriétaires occupants qui, justement, n'ayant pas accès au logement social ordinaire, finissent par être ce qu'on appelle des propriétaires par défaut et achètent des logements qui étaient trop petits pour leur famille, mais parce que c'est le droit de clé, c'est avoir un toit. Et donc j'achète une surface qui, je sais, elle correspond pas à mes besoins, mais au moins j'ai un toit sur la tête. Donc on voit bien différentes formes de mal-logement, peut-être différentes formes de différents types de victimes de ce mal-logement. Jusqu'où, d'après toi, on est mal logé ? Enfin, je reviens sur cette question-là, parce qu'on voit qu'en Île-de-France, quand tu parles de suroccupation locative, il y a la question de la colocation subie, enfin, jusqu'où ça va et jusqu'où ça prend de manière un peu diffuse, se mettre dans les angles de l'évolution des marchés et jusqu'où on peut considérer qu'on est captif ou pas ? Est-ce que la colocation, c'est subi, c'est pour toi aussi le début du mal-logement ? Alors, en fait, non, je ne mets pas tout dans la catégorie du mal-logement, mais c'est vrai qu'à travers nos différentes études, on est bien obligé de constater qu'il y a une surexploitation locative du parc, dans des formats qui peuvent être tout à fait légaux, tout à fait dans des logements qui peuvent être de qualité, mais il y a par exemple les jeunes actifs qui sont obligés de rester en colocation parce qu'ils ne pourraient plus avoir accès aux centralités avec un salaire de débutant. On ne se loge pas dans un logement autre qu'un studio à Paris, et donc qui font le choix pour maintenir l'accès à certaines centralités ou à des logements, font le choix de cohabiter. Alors on nous raconte que c'est un choix de mode de vie, que c'est des nouvelles valeurs, du partage de valeurs. Effectivement, il y a tout un gradient de cette situation un peu qu'on nous raconte fantastique, de l'auberge espagnole, de Friends, de toute la mythologie un peu sur vivons ensemble contre l'isolement des grandes villes, jusqu'à effectivement des locations subies où on fait face aux contraintes du marché. Et là-dessus, nos travaux vont devoir devenir un peu qualitatifs pour justement essayer de faire le tri entre toutes ces nouvelles adaptations aux contraintes du marché. Et effectivement, il y a dans le même panier des choses que je n'appellerais pas du mal-logement, mais de l'adaptation. Alors sans doute en partie contrainte, mais aussi parfois, il y a effectivement une invention de nouveaux modes de vie. Et c'est tout le travail des sociologues aujourd'hui d'essayer d'un peu décrypter
la partie que l'on peut considérer comme de l'innovation sociale, un peu, avec le retard du couple. C'est peut-être intéressant d'être dans d'autres collectifs que la conjugalité. Ils s'inventent d'autres façons de vivre, et ça, c'est pas du tout du mal logement. Et puis toute la partie de la plus je m'adapte parce que je peux pas payer, jusqu'à je suis complètement captive d'un logement où je ne choisis à peine la localisation, et où ensuite les conditions sanitaires du logement, elles sont... Il y a un gradient où tout n'est pas du mal logement. Le mal logement, l'habitat indigne, c'est quand même que ça met en danger la santé ou la sécurité de l'habitant. La colocation ne met pas en danger son habitant. Après, voilà, c'est là où nos catégories statistiques échappent, sont trop pauvres pour raconter cette diversité de situations. Ça évolue vite. Est-ce que les politiques publiques, les collectivités locales, l'État, au travers de ces instruments, ont pris la mesure de ces évolutions? Et si c'est le cas, comment évoluent ces politiques publiques pour en permanence prendre, encore une fois, en charge les besoins de soutien, les besoins d'accompagnement, les besoins d'encadrement de ces phénomènes? Alors, depuis 15 ans, la boîte à outils de l'habitat indigne, de la lutte contre l'insalubrité est en permanente évolution. Là, on l'a vu récemment sur l'écopropriété, toute la boîte opérationnelle et financière a quand même été repensée, en tout cas essayer d'être musclée. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une politique d'État, une politique nationale volontaire sur ce sujet. Après, la difficulté, c'est que d'abord, il faut repérer cet habitat. Et donc, comme je le disais, les outils sont pas toujours très à la hauteur. Et puis, il y a la difficulté pour les élus locaux, c'est qu'une fois qu'ils ont repéré cet habitat, ils savent jamais exactement dans quoi ils s'engagent quand ils mettent le doigt dans un traitement, parce que c'est une politique extrêmement complexe, extrêmement coûteuse, qui crée des déficits fonciers, notamment la question de la couverture du déficit foncier est toujours fait buter beaucoup de bonne volonté. Les montages économiques, la capacité des territoires à faire face au remplacement d'un habitat dégradé qui pour autant a une forte rentabilité locative, c'est surtout ce qu'on n'a pas forcément en tête, c'est que c'est un marché extrêmement rentable, avec des rationalités économiques très fortes. Et donc face à ça, effectivement, il y a à la fois la complexité juridique du droit de la propriété, quand on vient s'attaquer au droit de la propriété, la complexité financière des opérations qui les rendent très complexes, et il y a aussi la haute technicité que cela requiert, que toutes les collectivités ne sont pas équipées d'ingénierie qui leur permettent de s'engager dans ce type d'opération. Il y a aussi eu longtemps la culture politique qui faisait que s'attaquer à l'habitat privé n'était pas la priorité. C'est aussi un renversement petit à petit, la prise de conscience qu'on ne peut pas agir que sur la construction neuve, que sur l'habitat social, et qu'il se passe dans le parc privé des tas de phénomènes d'adaptation est en train de s'installer de manière plus importante qu'elle l'a été. Mais c'est pour certains élus une transformation culturelle de leur rôle, une nouvelle perception du rôle, et de se dire en tant qu'élu, je peux avoir un rôle de régulation du parc privé, c'est quand même un choc culturel pour certains. Plus l'impression qu'il n'y a pas d'interlocuteur, puisque avec les bailleurs sociaux, on sait à qui on a affaire, et là, le parc privé, c'est une myriade d'occupants, une myriade de propriétaires, donc on s'engage tout de suite dans un niveau de complexité qui peut faire hésiter. Puis on voit tout le contentieux que génère dès qu'on veut attaquer le parc privé. On est tout de suite dans des durées d'opération, dans des temporalités qui peuvent faire hésiter. Tu évoquais tout à l'heure deux profils, d'un côté les marchands de sommeil, de l'autre les petits propriétaires occupants en difficulté financière dans leur propre logement. Si je reviens au phénomène de la division pavillonnaire, on a aussi des petits propriétaires modestes qui, pour arrondir leur fin de mois, accueillent dans des conditions un peu dégradées, tout en le sachant, sans totalement le savoir, des ménages dont on pourrait considérer que l'alternative c'est d'être à la rue. Sur ces profils aussi de public à la source, on parle toujours et souvent des marchands de sommeil, mais c'est loin d'être les seuls qui sont à l'origine de ces phénomènes. Est-ce que les politiques publiques ont la pleine mesure de cette grande diversité de situations, et est-ce que les instruments d'action publique sont adaptés par exemple à ces petits propriétaires modestes qui n'ont pas vraiment d'alternative autre que d'avoir des rentabilités locatives dans des conditions sociales et techniques difficiles? Oui, je reviens sur la question du repérage. Ces propriétaires, les marchands de sommeil, on a déjà du mal à les identifier, mais ces petits propriétaires qui ont une action complètement diffuse,
ils sont hyper difficiles à repérer. Donc il y a déjà vraiment cet enjeu d'avoir connaissance, tout simplement. Et quand on voit les moyens que ça supposerait, même pour une petite collectivité, de surveiller l'évolution, parce que par exemple la division interne des logements, elle est par définition, elle est invisible. Donc celui qui a remplacé son garage en studio, il faudrait qu'il y ait un arpenteur de la ville qui repère les boîtes aux lettres, enfin, ce que font certaines villes, mais en termes de mise en œuvre, c'est tout de suite très difficile. Et puis une fois qu'on a identifié le lieu, il y a des nouveaux outils comme, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, le permis de louer, mais qui pose aussi d'autres questions parce qu'il va peut-être conscientiser le propriétaire qui devra signer sa déclaration de ses droits et devoirs, donc peut-être, mais finalement... la légalité, le temps de contrôle la chaîne entre le propriétaire qui vient faire sa déclaration, un agent de la ville qui prend la peine de comprendre ou d'aller contrôler, c'est un tonneau des Danaïdes d'une certaine manière. Donc c'est vrai que les outils se tâtonnent, on expérimente, il y a des choses qui s'expérimentent. Moi, j'ai pas encore de recul sur ce que ça va donner, ce permis de louer. Est-ce que simplement le fait qu'un propriétaire pour louer soit obligé de passer par un acte officiel va quand même, pour ceux qui sont de bonne foi, avoir un effet au moins qualitatif sur le type de travaux réalisés? Peut-être rien que ça, c'est-à-dire qu'il fera toujours un studio dans son garage, mais il le fera dans des conditions peut-être plus satisfaisantes. Il y aura peut-être un petit effet, mais ça laissera celui qui de toute façon le fait de manière un peu dans la zone grise du droit, et encore plus le marchand de sommeil complètement indifférent à ces nouveaux outils, si on parle de ces outils du permis de louer ou de permis de diviser. Le rapport Vuilletet propose de remplacer la notion de décence par celle d'habitabilité et revient en cela sur la dichotomie ancienne entre le droit de la santé et le droit de la construction. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition ? Je pense que tout ce qui permet de décloisonner un peu les approches sur cet habitat va dans le bon sens, puisque une des difficultés des opérations engagées, c'est souvent un peu le cumul de cultures professionnelles différentes, et on a souvent vu sur le terrain que, par exemple, au sein d'une collectivité, il y a des cultures locales. Soit c'est porté plutôt du côté de l'enjeu sanitaire, avec le service sanitaire de la commune qui gère l'habitat sur cet angle propre, ou du côté de l'habitat, du projet urbain. Et un des enjeux qui a été clairement identifié, c'est justement d'élargir la question de l'habitat indigne et de le traiter dans son caractère le plus urbain, le plus systémique. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Et que apprendre à faire travailler ensemble le regard de l'action sociale, de l'action sanitaire et de l'action urbaine, ça fait vraiment partie des conditions de réussite de ces opérations. Et comme ça a fait partie de ce qui les a parfois ralentis. Tu évoquais tout à l'heure le changement culturel au sein des collectivités qui prennent de plus en plus la mesure et mettent des moyens en place. Comment tu expliques cette évolution positive de la prise en charge du mal-logement ? Est-ce que c'est la diffusion de pratiques ? Est-ce que c'est le caractère plus visible ? Je pense qu'il y a eu un vrai effet de cette notion de mal-logement, pensée par la Fondation Abbé Pierre, qui a quand même un périmètre médiatique qui a rendu les choses, qui a fait exister cette notion. Il y a l'évolution des outils aussi. Alors, on est un peu au début, mais l'ANA, tout ça, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, finance maintenant des dispositifs d'observation, à repenser un peu la boîte à outils. Et je pense que ça contribue à promouvoir ces démarches d'anticipation, de repérage amont, un peu plus systémique. Pas seulement j'attends d'avoir un gros point dur dans ma commune. Ou alors, ce qu'on m'a raconté aussi et qui est intéressant, c'est ces effets de point dur. C'est-à-dire cette opération qu'un élu, un jour, est obligé de prendre en charge parce que l'immeuble s'écroule, parce qu'il y a un incendie, parce qu'il y a eu aussi des cas tragiques pour créer ce sentiment d'urgence. Et tout d'un coup, il voit qu'il met 15 ans, énormément d'argent public à traiter une copropriété parce qu'elle est emblématique dans sa commune, parce qu'elle est en face de la mairie, parce qu'elle est dans l'entrée urbaine, parce qu'elle est un signal urbain, donc il s'y attaque. Et il prend la mesure de tout de l'enquistement de la situation. Et il y a des collectivités qui, un peu à partir d'un trauma initial comme ça, se sont dit bon, la copropriété, ça peut vraiment devenir un sujet. Et je ne vais pas laisser les autres copropriétés attendre le moment où elles sont dans ce moment critique pour agir. Donc un peu, c'est récent, mais là, dans une étude qu'on fait sur les copropriétés dégradées, je trouve que je suis tombée sur plus de communes qui ont décidé d'avoir un regard systématique
qu'en 2011, quand j'avais fait la première étude, où on était vraiment très pointilliste. Là, il y a vraiment une prise de conscience qu'il y a une pauvreté du parc privé qui, si elle n'est pas un tout petit peu accompagnée, peut créer des situations urbaines qu'après on ne sait plus juguler. Donc il y a quand même je trouve un changement de culture, et puis on voit ce que ça coûte quand on intervient trop tard. Donc peut-être je suis un petit peu trop optimiste, mais je trouve qu'il y a que la manière dont le parc privé est appréhendé dans les collectivités qui ont été confrontées à des opérations difficiles, ils n'ont plus envie de se laisser surprendre. Tu parles beaucoup des communes. On est en Île-de-France avec une gouvernance complexe. Je dis des communes, mais effectivement, c'est parce que je pense à des opérations précises, mais c'est aussi les territoires. Il y a un certain nombre de territoires comme Plaine Commune, Est Ensemble, qui ont pris à bras-le-corps cette question-là. Si on parle de la gouvernance de ces politiques de l'habitat et qu'on resitue cette question de l'habitat indigne dans ces systèmes plus complexes, encore une fois, si on revient sur le constat que tu faisais tout à l'heure, selon lequel l'habitat indigne, c'est le révélateur de dysfonctionnement des marchés du logement, où on en est d'après toi? Alors je m'adresse à toi au travers des travaux aussi que tu as réalisés pour le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, où on en est aujourd'hui de ces mécanismes de coopération en Île-de-France autour de la question de l'habitat, du logement. C'est une région dont la gouvernance, encore une fois, a beaucoup évolué récemment. Quelle est il y a la question de l'échelle, mais il y a la question aussi si on est un peu réaliste par rapport encore une fois, à l'évolution normalement lente, si je puis dire, d'une gouvernance à cette échelle. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette question de la place de l'habitat indigne dans ces politiques d'échelle plus macro, et comment à l'avenir cette question-là peut s'emboîter dans les différentes stratégies, différents documents cadres locaux? C'est une question difficile. Alors une chose qui est importante, c'est qu'effectivement l'habitat indigne, tous mes travaux m'invitent à le lire comme le produit d'un marché métropolitain. Donc il y a un argumentaire régional assez évident de dire que l'habitat indigne, c'est pas de la mauvaise gestion locale, c'est des territoires qui accueillent des ménages attirés par l'attractivité internationale, par l'immigration internationale, comme je le disais. Donc il y a un vrai argumentaire pour dire que c'est un enjeu d'envergure régionale, correspondant à un marché régional. Après, tous ceux qui s'intéressent à l'Île-de-France connaissent sa géographie très particulière et ses effets de concentration très forts sur certains territoires de la pauvreté, et avec des mécanismes qui s'empilent les uns sur les autres pour produire toujours des effets de spécialisation territoriale, et notamment sur le fameux territoire de la Seine-Saint-Denis, qui est souvent confronté en première ligne à l'accueil de ces populations. Et donc, dans le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, l'argumentaire était facile à mener. Il y a besoin de régulation régionale sur ces sujets. Pour autant, la mise en œuvre, comme je le disais, par rapport aux enjeux du repérage, elle est extrêmement locale. Et donc, en effet, sur ces politiques, la bonne articulation entre une lecture régionale des enjeux et en fait une mise en œuvre très locale est particulièrement elle illustre particulièrement la complexité de la région. Alors, où on en est, il y a plein de lois qui font que l'habitat indigne est censé devenir une compétence intercommunale, et donc tous les outils poussent dans ce sens. Et ce qu'on observe pour l'instant, c'est que dans certains territoires, donc parmi ceux qui étaient très engagés, le territoire est bien à la manœuvre et vient appuyer les communes, notamment en matière d'ingénierie, en matière de soutien. Et puis, à l'inverse, il peut même être un peu stimulant dans certaines communes qui n'étaient pas particulièrement motrices, en mettant en place des fonds d'intervention intercommunaux, peut générer des dynamiques à l'échelle des communes. À l'inverse, dans certains territoires où il y avait des communes qui étaient isolées devant leurs problématiques d'habitat indigne, pour l'instant, le portage intercommunal reste difficile à enclencher parce que c'est des budgets importants. Et il y a des communes qui étaient extrêmement engagées dans le portage de la lutte contre l'habitat indigne, qui doivent batailler ou qui doivent retrouver le soutien à l'intercommunalité pour que soient votés les projets qu'elles avaient envie de mener. Et donc, il y a des articulations qui sont encore difficiles. Et puis, en réalité, on est resté à l'échelle extrêmement communale, puisque il devait y avoir un transfert de police qui n'a pas eu lieu. Donc, pour l'instant, le transfert des polices des maires ne s'est pas fait, n'est pas passé à l'intercommunalité. Et donc, ça reste encore les communes qui sont à la manœuvre. Et ils s'inventent, mais on est vraiment au tout début d'un processus, des formes de coopération qui sont différentes dans tous les territoires.
Et puis on peut ajouter dans ce paysage la question de la métropole, qui a défini son intérêt métropolitain en matière d'amélioration de l'habitat, et qui l'a défini un peu pressée par le temps, parce que si elle ne le définissait pas, toute la compétence lui remontait de manière automatique, et qui se positionne en disant qu'elle interviendra en particulier dans les opérations où elle aura un vrai effet de levier, dans les futures opérations. Donc ça veut dire on part de ce qui va se faire à l'avenir. Donc tous les gros points durs qui étaient déjà dans les tiroirs, ceux-là, ils deviennent pas d'intérêt métropolitain. Si j'ai bien compris, si je lis bien l'esprit de la délibération. Mais par contre, elle se pose en soutien technique des territoires. Donc comment ça va se mettre en œuvre, quels seront les moyens réellement mis derrière la délibération. Pour l'instant, moi, je n'y vois pas clair. Je crois qu'on est encore dans des effets de négociation qui sont très locales. Mais j'espère, pour voir le côté un peu positif, j'espère que justement ces synergies et l'intervention, enfin que cette intervention métropolitaine pourrait être l'occasion, ou pourra être une opportunité d'aller vers plus d'équité dans le traitement de l'habitat indigne à l'échelle de la métropole, de donner des moyens à des territoires qui jusque-là n'avaient pas investi ces sujets, y compris de les accompagner techniquement. Mais c'est vrai qu'on est au tout début du chemin et que pour l'instant, ça reste un portage très communal. À part les pleines communes qu'on cite souvent, et Est Ensemble qui commence aussi qui a aussi mis en place une politique intercommunale. Bon, mais peut-être que ma vision là-dessus n'est pas à jour. Il y avait en tout cas effectivement au moment de l'élaboration du plan métropolitain de l'habitat ces deux axes, la recherche d'une valeur ajoutée communautaire, enfin métropolitaine, sur les objets complexes de type grande copropriété à la dérive qui se retrouvent quand même dans beaucoup de territoires de l'Île-de-France. Et puis ce rôle peut-être de passeur en termes de savoir-faire, de compétences, de capacité ensemble à peser face aux partenaires des communes ou des établissements publics territoriaux. Et donc ces deux jambes, si je puis dire, de l'implication de la métropole. Je voudrais revenir sur ce que tu évoquais tout à l'heure, sur cette prise de conscience de la part des élus locaux d'une nécessaire régulation des marchés du logement dans le contexte privé, c'est-à-dire régulation. Je ne sais pas si on peut dire que les élus locaux sont partis en se disant qu'il fallait réguler le marché du logement. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est sûr qu'ils ont pris conscience que on ne pouvait pas laisser le marché privé sans cadre complet. C'est-à-dire qu'il y a voilà, je suis pas sûre que tous les élus disent je veux réguler le parc privé, mais il y a quand même de plus en plus qui se rendent compte qu'une grosse partie des enjeux sont là et qu'il y a besoin de trouver des cadres de négociation, peut-être de régulation, mais bon, selon un gradient qui va varier selon les territoires. Alors, reprenons le terme d'encadrement. Dans le contexte que l'on connaît d'une crise sociale et économique considérable qui s'annonce, est-ce qu'il n'y a pas, selon toi, si on reprend la question des politiques locales de l'habitat, le risque de la part de ces élus ou de ces services de considérer qu'il faut quand même laisser faire le marché, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu économique tel qu'il faut laisser faire les initiatives, être peut-être un peu moins regardant ou ne pas brider ces initiatives, j'aurais tendance à dire entrepreneuriales, j'exagère, mais on sait que dans le domaine immobilier, cette dimension existe. Et donc sur ce qu'on pourrait appeler aussi des contreparties sociales ou une forme de vigilance sur la question de l'affectation de ces moyens financiers assez importants qui vont être mis sur le marché, est-ce que d'après toi, il n'y a pas un risque de lâcher prise justement sur ces questions de vigilance sur les contreparties de ces financements, ou de ne pas brider les initiatives entrepreneuriales, ou de lâcher un peu sur la question du mal logement face à l'énormité des sujets à affronter et la question des moyens humains, économiques, financiers, en temps même des élus, de prioriser les questions et les sujets à traiter dans le domaine du logement, et faire que la question du mal logement, de l'habitat indigne, soit malheureusement, eu égard à des résultats qui prennent du temps, de l'énergie, beaucoup d'argent, tu le disais tout à l'heure, soit mis un peu en second rang face à l'urgence de la relance économique, de la construction neuve, de la production, etc. Oui, sans doute qu'il va y avoir la volonté de protéger l'appareil productif, la volonté de contribuer à soutenir les acteurs du logement, et qu'il y aura des priorisations peut-être un peu transformées par la crise que l'on vient de connaître. Après, il y a des coups partis quand même. Je pense que ceux-là vont
vont pouvoir continuer, et puis surtout les enjeux vont apparaître, c'est-à-dire que les copropriétés en difficulté vont l'être davantage. On voit que les projets de travaux vont avoir des surcoûts dans des collectivités, dans des copropriétés qui étaient déjà un peu sur le fil dans leur financement. Donc oui, je suis d'accord sur le fait qu'il va sans doute y avoir des priorités différentes. Alors il faudra appeler, et ce sera notre rôle, à une grande vigilance sur ce parc privé qui va beaucoup souffrir. On a commencé à avoir des échos qui va souffrir dans les prochains temps, parce que les propriétaires occupants de ce parc font partie des métiers qui ont pu, des salariés précaires qui ont pu être mis en difficulté. On s'attend à un retour à la hausse des impayés. On s'attend à des tours de table financiers qui vont être à reprendre. Et qui, pour financer le surcoût des chantiers où il faut des masques, où il faut qui pour payer les retards de paiement. Enfin, donc oui, je pense que tu as raison, il va y avoir des priorités différentes et qu'il va falloir être très vigilant. Notamment par exemple dans les programmes des promoteurs qui étaient un peu en train d'explorer des nouveaux marchés dans les territoires populaires, donc l'accession sociale, qui vont peut-être avoir des difficultés de commercialisation. Effectivement, il y aura une grosse vigilance à avoir pour que ça ne refasse pas ce qu'on a fait il y a 20 ans et qu'on paye aujourd'hui en copropriété en difficulté, des commercialisations un peu hâtives et qui ne prennent pas toutes les précautions de sécurité pour les gens qu'on va laisser acquérir. Ça, oui, effectivement, c'est une vraie menace que dans des coûts qui étaient partis juste avant la crise, dans des territoires un peu exploratoires, d'opérations à prix encadrés, sociaux, et qu'on ne trouve pas les ménages qu'on avait prévu d'y trouver, qu'on se retrouve avec des commercialisations qui prennent plus peut-être toutes les pincettes nécessaires pour s'assurer la durabilité de la copropriété qui va être créée. Effectivement, il y a un moment de fragilité du système qui appelle à beaucoup de vigilance. Anne-Claire, ce podcast s'appelle « Faire les murs ». Alors, je m'adresse à toi en tant que personne, en tant que professionnelle peut-être. Si tu devais faire le mur pour une cause, quelle serait cette cause ? Voilà, il y en a pas mal. Déjà celui-là, celui de l'accueil dans de bonnes conditions des ménages les plus modestes dans les territoires attractifs. Celui-là me passionne beaucoup et la manière dont on laisse faire le marché des choses qui peuvent pas nous satisfaire en tant que citoyens, en tout cas laisser produire des effets pour les plus fragiles, oui, ça me... Et puis peut-être aussi pour la prise en compte des habitants, qui est un sujet sur lequel je travaille depuis peu, mais qui m'interpelle vraiment dans la définition des politiques. Ça, je voudrais bien réussir à trouver... à accompagner la transformation culturelle de nos métiers sur une autre façon de prendre en compte les habitants, à la fois dans les diagnostics et dans l'élaboration des solutions. On est assez en retard, je pense, en France. Enfin, quoi qu'il se passe beaucoup de choses, mais en tout cas, nous, dans la manière dont on fait des études, des diagnostics à partir de statistiques, de paroles d'experts, je me dis qu'on a à apprendre de l'expérimentation citoyenne et que ça, voilà, ça me motive beaucoup pour les prochaines années professionnelles de voir comment mieux intégrer l'expertise d'usage, l'expertise citoyenne des habitants. C'est l'objet d'un autre podcast d'Espacité. Peut-être qu'on pourra en faire ensemble un second épisode prochainement. Merci Anne-Claire. Merci.